Bonjour à tous, bienvenue à notre premier webinaire Botanica qui portera sur Une meilleure santé passe par un bon sommeil, présenté par Orna Villazan. Orna a obtenu son baccalauréat en 1999 à l'université McGill en anatomie et biologie des cellules, avec une mineure en psychologie. Désireuse d'en apprendre davantage sur la capacité naturelle du corps et les approches naturelles éprouvées par la science, elle a ensuite suivi des études de naturopathie de 4 ans à temps plein au Canadian College of Naturopathic Medicine à Toronto. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les saisir dans la boîte de discussion nommée Chat, disponible dans le menu en bas de votre écran. Ces questions seront abordées à la fin de la présentation. À toi, Orna. Merci, Léonore. Bonjour tout le monde, la bienvenue. Merci de passer quelques moments avec moi. Comme elle disait, Léo, on va parler du sommeil. Et donc, les points majeurs sur lesquels on va toucher aujourd'hui portent sur les différents rituels, les choses qu'on peut mettre sur place durant la journée pour nous aider avec un meilleur équilibre circadien, donc un rythme quotidien pour aider avec le sommeil. Identifier c'est quoi notre chronotype. Je vais discuter et vous introduire à ce concept. Explorer certains super aliments et des plantes aussi qui peuvent améliorer notre sommeil, à favoriser le sommeil réparateur et parler des choses qu'on peut faire en fin de soirée pour justement aider notre transition vers les heures de nuit et donc un meilleur sommeil. Donc, c'est des points sur lesquels on va toucher. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on parle du sommeil? Si vous êtes ici, probablement, vous avez déjà un intérêt, probablement parce que vous ou quelqu'un que vous connaissez bien ont des troubles, des difficultés de sommeil. Et vous n'êtes pas seul. Autant que 40% de la population canadienne souffre de troubles de sommeil, ce qui est quand même un très grand chiffre. Et le sommeil est indispensable à la santé, à notre bien-être, plus ou moins tout au long de la vie. Et comment on se sent durant la journée détermine ou dépend, je devrais plutôt dire, de comment on s'est senti durant la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé durant les heures de sommeil? Et ça va avoir un effet sur comment on se sent durant la journée. Donc, c'est important d'avoir ou de prioriser notre sommeil. Alors, quels sont les bénéfices que peut nous porter une bonne nuit de sommeil? Je pense qu'on les a tous déjà vécus. On a passé quelques très bonnes nuits et on se sent beaucoup mieux. Donc, ça améliore beaucoup la fonction mentale, donc dans plusieurs aspects. Inversement, si on manque une nuit ou plusieurs nuits, on a aussi déjà vécu ça où on a de la misère à se concentrer, ça passe moins bien. Alors, point de vue de ce que nous apporte le sommeil, ça améliore notre concentration, ça améliore notre créativité aussi. C'est sûr qu'on aura la misère à créer des choses, avoir des bonnes nouvelles idées quand on est en manque de sommeil. Ça améliore notre mémoire. Ça aide à prendre de meilleures décisions aussi. La dernière chose qu'on veut faire, c'est prendre une grande décision financière, par exemple, quand ça fait 2 semaines qu'on ne dort pas bien. C'est sûr qu'on ne sera peut-être pas très logique ni rationnel. Et ça aide aussi à accorder moins d'importance aux choses négatives. On a tendance à être un petit peu plus perdu dans les pensées. On va remuer beaucoup les pensées négatives quand on est très fatigué et en manque de sommeil, donc ça contribue à plus de dépression et d'anxiété. Alors ça, c'est des points qu'on a souvent déjà vécu, qu'on a déjà reconnus. Certains points que les gens peut-être connaissent un peu moins, c'est le fait que le sommeil contribue beaucoup à notre système immunitaire, notre capacité de se défendre contre les infections et les autres problèmes de santé. Dépendent beaucoup de la qualité ou la capacité de notre système immunitaire de se défendre. Et le sommeil joue un rôle important. C'est pendant qu'on dort que le corps répare, que le système immunitaire circule et travaille. C'est sûr, ça circule le jour aussi, mais c'est surtout la nuit que beaucoup de ces réparations sont faites. Le sommeil aussi nous aide avec une meilleure tension artérielle. Quand on est en manque de sommeil, ça peut monter ou élever notre tension artérielle. Donc ça, c'est pas idéal non plus. Et ça aide à maintenir un bon poids santé. Juste avec 6 heures de sommeil par nuit, après un certain bon un moment certaines semaines à ce point-là,
avec juste 6 heures ou moins de sommeil, on peut commencer à gagner plus de poids, surtout au niveau du ventre. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ou les autres choses, c'est tout simplement par manque de sommeil, car certaines hormones n'ont pas la chance de faire leur travail. Donc, le sommeil a un impact quand même assez large sur notre santé. Et quelles sont les causes les plus communes, les plus courantes qu'on va avoir qui peuvent contribuer à pourquoi on a la misère? Notre mode de vie, c'est sûr, je pense que ça ne surprend personne. Parfois, c'est juste que notre style de vie, notre mode de vie ne priorise pas le sommeil. On ne le met pas en valeur. On fait toutes les autres choses, puis on met le sommeil en dernier comme point important. Parfois, notre mode de vie, c'est plutôt par rapport à nos choix alimentaires, le niveau de stress dans lequel on vit, manque d'exercice, des choses comme ça aussi qui vont contribuer un petit peu moins à plus de difficultés. Le niveau de stress, c'est probablement parmi les plus connus pour les problèmes de sommeil un petit peu plus temporaires. C'est sûr que ça peut contribuer ou mener à des problèmes plus chroniques, mais on a tous déjà vécu des temps de plus d'anxiété ou plus de tension où on le vit avec plus de difficultés à s'endormir, où on se réveille plus régulièrement, où on se réveille très tôt le matin, comme à 5 heures du matin, plein de palpitations et d'anxiété. Donc, le stress est bien connu. La douleur, c'est sûr. Si on est en douleur, bien, on va avoir de la misère à se reposer, relax et s'endormir. Les troubles respiratoires, si on a un rhume, une grippe ou des maladies respiratoires où ça nous réveille le sommeil, l'apnée, par exemple, où on a de la misère à vraiment faire rentrer une bonne oxygénation durant la nuit et mène à des déséquilibres de respiration, ça peut avoir la tendance de nous réveiller aussi. Les déséquilibres hormonaux, donc, autant chez les femmes, durant le cycle menstruel, par exemple, la transition vers la ménopause, une grossesse, tout ça peut mener à des difficultés de sommeil. Je pense à la ménopause, c'est très bien reconnu, mais aussi des troubles de la glande thyroïde, des difficultés des hormones de stress et des hormones de sommeil qui sont déséquilibrées. Donc, il y a beaucoup de ces genres de choses-là qui peuvent contribuer à des problèmes. C'est sûr que c'est des genres de problèmes où on va commencer à parler avec un thérapeute ou parler avec un praticien ou quelqu'un qui va pouvoir nous guider à travers ça. Le déséquilibre de la glycémie, ça, c'est notre sucre sanguin. Si on a une tendance vers l'hypoglycémie ou des hauts et des bas, des chutes de notre sucre sanguin durant la journée, fort probablement que ça continue la nuit aussi. Et parfois, on peut se réveiller tout simplement parce qu'on a eu une chute de notre sucre sanguin. Souvent, si on se réveille en ayant très faim, par exemple, ça pourrait être possiblement une indication de ça. La dépression et l'anxiété, j'en ai mentionné un petit peu tantôt. Donc, ce n'est pas toujours causé par manque de sommeil, mais quand c'est présent, ça peut contribuer à un manque de sommeil. Et il y a des médicaments, évidemment, aussi qui peuvent contribuer à des difficultés. Alors, ce n'est pas la liste complète. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est parmi les plus communs. Donc, s'il y a quelque chose ici qui résonne un petit peu pour vous, ça pourrait vous aider à vous guider de par où est-ce que je devrais me concentrer un petit peu pour améliorer et qu'est-ce que je pourrais voir comme amélioration de mon sommeil en faisant ça. Alors, en général, les adultes, on cherche à avoir à peu près 7 à 8 heures de sommeil. C'est un petit peu la moyenne. C'est clair, on voit qu'à 6 heures, bien qu'il y a des gens qui disent « Ah, je me sens très bien avec 6 heures de sommeil », les études démontrent de façon pas mal constante qu'on a des difficultés de santé, des problèmes de santé qui montent avec 6 heures de sommeil. Donc, en général, on recommande un petit peu plus comme 7 à 8. Personnellement, ça me prend 9 heures pour que je me sente bien régulièrement. Les enfants et les adolescents, ça prend un petit peu plus. Alors, j'ai parlé un petit peu des hormones. C'est cute, ces deux photos-là. Alors, il y en a une hormone en particulier quand on parle du sommeil qu'on ne peut pas ignorer, c'est la mélatonine. Ça se peut que vous en ayez entendu parler, ça se peut que vous n'avez jamais entendu parler, c'est correct. La mélatonine, c'est notre hormone du sommeil. C'est l'hormone que l'on produit la nuit, qui nous aide à nous endormir et surtout nous aide à rester endormis. Alors,
un des plus grands déséquilibres qui contribue à beaucoup d'entre nous à nos problèmes de sommeil, c'est qu'on a déséquilibre entre la mélatonine, étant notre hormone de nuit, et la cortisol, qui est notre hormone de stress ou d'énergie du jour. Et en ayant un manque de production de mélatonine, eh bien, ça contribue à plus de problèmes de sommeil. Et la mélatonine, ça se produit dans la noirceur. La lumière, c'est un régulateur de cette hormone-là. Donc, quand on est exposé à la lumière, quand les yeux reçoivent la lumière, c'est un signe pour arrêter ou freiner la production de mélatonine. Donc, la mélatonine est produite dans le cerveau, dans une glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est à peu près, juste si je pouvais forcer mon doigt entre les yeux un petit peu plus loin. Donc, à peu près, attends, il est où ma souris? Ah, pas ça que je voulais faire. Donc, j'arrive pas à me bouger ma souris, je m'excuse. Donc, c'est à peu près au milieu ici. Et quand on a la lumière, comme l'ampoule en haut qui est allumée, eh bien, ça coupe le message pour produire la mélatonine. Et dans la noirceur, avec la lumière éteinte, comme on voit en bas, on va voir le signal est libéré un petit peu ou l'arrêt est enlevé. Et donc, la glande pinéale reçoit le message de produire la mélatonine. Et c'est pour ça que c'est important de dormir la nuit dans le plus de noirceur possible. Ça revient au temps d'évolution, bien avant l'électricité, où la nuit amener la noirceur. On n'avait pas les lumières, on avait peut-être un feu, des chandelles, mais c'est quand même des lumières un petit peu plus douces. Donc, on veut contribuer un petit peu à encourager un petit peu plus de noirceur en fin de soirée et surtout la nuit, et un petit peu moins les grandes lumières éclairantes qui vont stimuler et faire penser au corps qu'on est encore en pleine journée. Alors, j'ai parlé du déséquilibre entre certaines de nos hormones, dont la mélatonine et la cortisol. Alors ça, c'est un schéma qui décrit un petit peu les différentes concentrations au cours de notre journée de ces différentes hormones. Et ça a l'air un petit peu complexe, mais ça ne l'est pas. Et les points essentiels que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la mélatonine plasmatique, ça veut dire la mélatonine dans le sang, qui est représentée par cette ligne un petit peu grise. Ça, on va commencer à la produire plus ou moins vers 9 heures, 10 heures, 11 heures le soir. Okay? Donc, ça commence à monter une bonne ligne droite, pas mal, et continue donc à augmenter notre production les heures de nuit. Et ça atteint son pic plus ou moins vers 2, 3, 4 heures du matin. Et tranquillement, ça va commencer à descendre parce qu'on va être capable de se réveiller le matin. Okay? Alors ça, c'est la courbe normale. La cortisol, ça, c'est la ligne en bleu. Ça, c'est notre hormone de stress. C'est l'hormone du go, go, go. C'est l'hormone aussi du réveil. Donc, même si on n'est pas dans des grands temps de stress, on va quand même on va vouloir quand même une bonne quantité de cortisol pour aider le corps à s'adapter aux demandes de la journée générale, et on veut qu'elle monte le matin. Donc ça, en général, on va commencer à voir les pics, vers 4-5 heures le matin, ça va commencer à monter. Ça atteint son pic en moyenne entre 7-9 heures le matin. Ça change un petit peu pour chaque personne. Et ça nous permet de se réveiller, d'avoir une bonne énergie le matin. Et tranquillement, ça va descendre le jour. On le voit ici aussi, ça continue à descendre pour que ça atteigne son bas le plus bas en fin de soirée pour qu'on puisse s'endormir. Qu'il y a un petit peu moins le buzz qui contribue à une énergie qu'on ne veut pas. On veut justement plutôt la relaxation et la détente pour pouvoir dormir. Alors ça, c'est les courbes normales. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont des gros déséquilibres. On a une cortisol qui est trop élevée le soir, une mélatonine qui est trop bas la nuit, qui va contribuer à des difficultés. Et ce qui aide beaucoup avec ça, c'est d'essayer de travailler avec les glandes de stress, puis on va revenir sur ce point. On va vouloir une routine que le corps apprenne, puisque les grands changements, ça ne va pas aider à régulariser ces hormones-là. Et on va vouloir encourager la noirceur pour mieux produire notre mélatonine la nuit. Alors, on va revenir sur quelques-uns de ces points dans un moment. Alors, sachant tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager un sommeil réparateur?
Alors, il y a des choses durant la journée qu'on peut faire, et on va revenir sur ce point, mais un point qui est intéressant, c'est de découvrir c'est quoi notre chronotype. Alors, les chronotypes, plutôt, ont été développés par le docteur Michael Breus, B-R-E-U-S, et il a fait des recherches pour mieux connaître le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le schéma que j'ai montré tantôt avec les changements au cours de 24 heures de nos hormones. Il y a des changements de notre système nerveux aussi qui jouent là-dedans. Et d'identifier c'est quoi ces hauts et ces bas, c'est quoi ces changements et quelles seraient les petites variations d'une personne à l'autre. Parce qu'on n'est pas tous créés exacts, bien qu'il y ait un cycle circadien un petit peu général à travers la population qui est bien reconnu. Il y a quelques petites nuances qui vont changer selon une personne ou l'autre. Et lui, il a nommé ça, ces nuances, des chronotypes. Il a identifié 4 parmi la population. Donc, il a nommé après des animaux, un peu selon leur comportement. Alors, les dauphins sont les personnes qui ont un sommeil en général qui est très léger. C'est les gens qui se réveillent facilement à cause du fait qu'ils ne dorment pas très profond. La plus tendance à avoir des troubles d'insomnie qui sont diagnostiqués. Donc, des problèmes quand même assez avancés et graves. Ils ont dû aller consulter pour avoir de l'aide avec ça. Les lions sont les lève-tôt. C'est les gens qui se réveillent facilement 5h, 5h30 le matin, plein d'énergie, peut-être même trop d'énergie le matin. Et c'est aussi ceux qui vont tendance de s'épuiser quand même, parce qu'ils ont eu tellement d'énergie, ils ont tellement fait durant la journée, ils vont vouloir se coucher plus tôt. Les loups sont les couche-tard, un petit peu l'inverse des lions. Ça va leur prendre quelques alarmes, une coupe de tasses de café pour se réveiller le matin. Et c'est les couche-tard aussi. C'est les gens qui ont une meilleure énergie le soir. En anglais, on les appelle les night owls, par exemple. Ils vont avoir tendance d'avoir la plus de productivité plus tard le soir, même des heures de nuit. Et là, les ours sont ceux qui s'adaptent le mieux. Il y a une grande portion de la population qui sont des ours. Ils ont une horloge interne qui suit plus ou moins le soleil. Ils sont capables de s'adapter aux changements de l'été à l'hiver, par exemple. Et eux, ils ont besoin en moyenne un bon 8 heures de sommeil chaque nuit. Donc, c'est un petit peu la moyenne de la population se trouve un petit peu là-dedans. Pour quelques petits plus de détails, selon les différents chronotypes, il y a des heures qui sont idéales pour manger, des heures idéales pour faire de l'exercice, des heures idéales pour se réveiller et de se coucher selon dans lequel on se retrouve. Il y a des questionnaires en ligne qu'on peut aller chercher si jamais c'est pas évident pour nous-mêmes tout de suite dans lequel je me retrouve. On peut aller répondre à certaines questions pour nous aider à identifier on est quel chronotype. Donc, le site officiel, c'est en anglais, c'est par le docteur Breus, qui est appelé The Power of When, le pouvoir du quand. Donc, The Power of When. Mais il y a plusieurs sites qui ont pris cette information et ont créé leur questionnaire en français. Donc, juste tapez chronotype questionnaire, vous allez trouver quelques sites qui pourraient vous aider si jamais vous avez un petit peu d'intérêt. Moi, je les trouve utiles pour certaines personnes. Si on voit qu'on vit de façon très différente de ce que notre corps instinctivement auquel il répond le mieux, bien, c'est sûr que si on fait quelques changements, ça pourrait peut-être nous aider. Donc, un petit point à explorer si par hasard ça vous aide. Il y a des choses qu'on va vouloir faire durant la journée, c'est sûr, pour nous aider. Donc, la première, c'est de recevoir assez de lumière durant la journée. C'est pour faire ce contraste entre jour et nuit, pour aider le corps à mieux apprendre la différence de la lumière et la noirceur. Donc, on veut aller sortir puis vraiment avoir la lumière naturelle du soleil. Ça contribue aussi à notre production de vitamine D, selon l'exposition de la peau. C'est de l'air frais, c'est la contribution de la nature, si jamais vous échappez un petit peu de tout le ciment de la ville, mais vraiment d'aller sortir un bon minimum 15 minutes. C'est l'hiver, parfois, c'est juste ça, on court de la maison à l'auto, puis de l'auto au travail, puis on ne sort pas vraiment beaucoup. Donc, faire un petit peu d'effort pour avoir une vraie source de lumière qui rentre et qui traverse les yeux.
On veut bien manger. Regarde, c'est évident, là, on va pas se mentir, on sait qu'il y a certains points qui nous aident beaucoup à travers la santé en général. Et un bon déjeuner, ça contribue. C'est de vouloir avoir un déjeuner qui contient quand même une bonne source de protéines. Ça revient un petit peu au point que j'ai mentionné au début parmi les causes qui contribuent à les problèmes de sommeil, qui est les changements du sucre sanguin qui est pas très stable. La protéine nous aide à maintenir un sucre sanguin qui est plus stable. Au lieu d'avoir les hauts et les bas, on a quand même juste des courbes un petit peu plus douces. Donc, on veut incorporer la protéine. Ce qui est quoi? Donc, c'est sûr, on a de la viande, les produits laitiers, les œufs, mais dans les sources végétales, on a aussi les noix, les légumineuses, l'avocat, la spiruline, pour les connaisseurs des poudres vertes, la spiruline aussi est une bonne source de protéines. Le quinoa aussi, qui est quand même une bonne source de protéines. Donc, on peut incorporer un petit peu ça dans nos repas, mais surtout ne pas en oublier le matin pour le déjeuner. On va faire de l'exercice. En partie parce que ça nous aide à nous épuiser, mais aussi ça joue avec les hormones, ça contribue à notre cortisol, ça contribue aussi à notre système nerveux, qui vont tous nous aider à mieux dormir. Mais on ne va pas faire l'exercice, mettons, à 9 heures, 10 heures le soir et s'attendre qu'on va bien s'endormir à une heure raisonnable. Trop d'exercice, surtout le type d'exercice stimulant, d'en faire trop tard dans la journée, va faire un peu l'inverse, va nous stimuler un peu trop, puis on aura de la misère à s'endormir avant une heure un petit peu trop tard. Donc, idéalement, on veut de l'exercice, mais un petit peu plus tôt dans la journée, matin ou au début d'après-midi. On veut peut-être explorer des exercices de méditation, surtout si on a beaucoup de stress ou des difficultés, de l'anxiété, de la dépression, de la tension. Mais même en général, c'est une bonne habitude à prendre, que ce soit des exercices de relaxation, la méditation, peut-être le yoga qui incorpore légèrement un petit peu les deux, de faire quelque chose qui nous aide à décrocher au cours de la journée. On veut éviter les choses qui sont trop stimulantes, dont la caféine. La caféine, c'en est une. C'est pas que je vais dire le café, c'est horrible puis jamais en toucher. Je suis pas en train de dire que c'est la pire des choses, mais ça contribue à la production d'adrénaline et de cortisol, donc nos hormones de stress. Et ça dure plus longtemps que les gens réalisent. Autant que 12 à 14 heures, ça va durer. Donc, c'est pour ça qu'on recommande qu'on n'en boit pas en après-midi, qu'on en boit au plus tard à 2 heures de l'après-midi. Moi, j'irai plus loin et dire, si vous avez des troubles de sommeil, si vous avez de la difficulté, je recommanderais d'essayer d'en couper si vous en prenez plusieurs tasses dans la journée ou d'arrêter complètement pour un essai et voir. Parce que si on en prend même à 10 heures le matin, puis on a de la misère à s'endormir à 10 heures le soir, bien ça se peut pour certains, surtout ceux qui sont un petit peu plus sensibles de ce qu'ils réalisent, que ça soit la caféine qui contribue un petit peu à la difficulté. Donc, on va vouloir éviter ça. Et on va vouloir penser à certaines plantes qu'on appelle des adaptogènes. C'est des plantes qui contribuent à soutenir nos glandes de stress, puisqu'on a parlé à quel point le stress, la cortisol, mélatonine, tout ça joue. Donc, il y a des plantes qui contribuent à équilibrer et soutenir ces glandes de stress. Donc, je vais revenir sur ce point-là dans un petit instant. En continuant avec les choses qu'on peut faire durant la journée, avec l'alimentation, donc j'ai parlé d'une bonne protéine dans les repas. Ça se peut qu'on peut chercher, si vous avez de la misère à avoir des sources de protéines faciles, peut-être considérer les poudres de protéines qui existent par plusieurs compagnies, puis on se fait un genre de smoothie, un genre de boisson blendée là, dans le mixeur, avec une poudre de protéines, peut-être des fruits. Ça, c'est une collation ou un très petit repas facile qui a quand même une bonne source de protéines qui peut aider. Il y a aussi des aliments qu'on va aller chercher. On veut surtout des aliments qui sont riches et denses dans des nutriments. Donc, on ne cherche pas la farine blanche, les aliments raffinés, les aliments qui ont été tellement raffinés ou transformés qu'il ne reste plus vraiment une bonne concentration de nos nutriments. Donc, on veut les aliments complets qui ont été changés le moins possible et ceux en particulier qui nous donnent des bonnes sources de calcium, de magnésium, de potassium, de vitamine B et de vitamine D. Ça, c'est parmi les nutriments que quand on est en manque,
peuvent contribuer à des difficultés de sommeil. Donc, on peut aller les chercher dans nos aliments. Donc, le calcium, par exemple, on le retrouve dans toute la famille des choux, qui comprend le brocoli, le chou, le chou frisé, là, le fameux kale, tout ça, c'est de la famille des choux. Les épinards aussi, les graines de sésame, c'est une source excellente. Oui, évidemment, on a les produits laitiers aussi, les œufs aussi, mais j'encourage un petit peu plus des aliments à base végétale parce que je trouve en moyenne, on est en manque. Donc, je vous donne quelques exemples de sources végétales. Le magnésium, on le retrouve dans les noix, toute une variété de noix, les graines aussi, les avocats, les légumineuses. Le potassium, et évidemment, tout le monde connaît les bananes, mais aussi on en trouve dans les avocats, les patates douces, les épinards. On peut aller chercher dans d'autres sources. Toutes les vitamines B, donc il y en a plusieurs, surtout dans les feuilles vertes. Donc, le plus foncé, le meilleur. Donc, on retrouve une répétition ici. Les grains entiers aussi, c'est des bonnes sources de vitamine B. La vitamine D, c'est sûr, le meilleur, c'est l'été au soleil, puis on peut se créer des réserves pour l'année. Mais aussi le poisson, les champignons. Donc, en tout, on veut une variété d'aliments qui vont nous contribuer nos sources et nos réserves de nutriments. On peut aller aussi considérer une multivitamine aussi qui pourrait aider. Réduire les stimulants, dont le caféine, mais aussi la nicotine, le sucre, malheureusement, qui est un problème pour beaucoup d'entre nous, et l'alcool aussi. Donc, ça, c'est quelques points à voir. Si jamais on a une faiblesse là-dedans, on pourrait les contribuer, on pourrait aller renforcer un petit peu en essayant certaines nouvelles choses. Alors, les adaptogènes, ça, c'est les plantes, comme je disais, qui nous aident à mieux s'adapter au stress. C'est les plantes qui vont nourrir nos glandes de stress, qu'on appelle nos glandes surrénales. Donc, les adaptogènes, il y a des plantes, il y a des champignons qui en font partie de ce groupe. S'ils soutiennent la capacité naturelle du corps à composer avec le stress essentiellement. Ça nous aide à s'adapter face aux demandes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des adaptogènes. Et ils possèdent certains composés dans ces plantes qui aident avec l'équilibre de nos hormones de stress, donc comme la cortisol surtout, mais aussi au niveau du système nerveux pour la relaxation aussi. Alors, quelques-unes de ces plantes, il y a quand même une grande liste, mais on va se concentrer sur deux en particulier. Le champignon reishi. Le reishi, c'est un champignon qui est surnommé le champignon de l'immortalité. Ça vient de la médecine chinoise. Pourquoi est-ce que ça a été nommé ça? C'est parce qu'en travaillant comme adaptogène, ça nous aide à mieux à favoriser face au stress. Donc, on est plus calme et donc on va avoir moins vieillir, moins de tension, moins de usure qui vient avec le stress, les demandes de la vie. C'est un champignon aussi qui contribue au système immunitaire, au système cardiovasculaire. Ça fait plus de 4000 ans qu'on s'en sert dans la médecine chinoise et de plus en plus aussi dans la médecine occidentale. Et c'est un champignon qui contribue avec un éventail très large à travers beaucoup de nos systèmes et nos organes. C'est une qui nous donne une énergie quand on est très fatigué, mais une énergie qui est quand même calme, qu'on peut se concentrer. C'est pas comme le café qu'on est comme un petit peu agité. C'est vraiment un calme et un calme nourrissant, une énergie nourrissante et calme et concentrée. Quand on en cherche dans les produits pour en prendre comme supplément, on veut chercher des produits qui nous fournissent au moins 1000 mg de reishi. C'est le minimum que ça prend pour avoir vraiment, peut-être pas le minimum, mais c'est le dosage où on va atteindre quand même une bonne efficacité. Puis on veut chercher des sources biologiques et je mettrai un petit peu l'emphase sur ça, beaucoup plus même que sur les plantes, puisque les champignons nettoient notre environnement. Donc, ils ont tendance de concentrer beaucoup des toxines dans leur corps, dans le champignon, et on ne veut pas consommer ça. Donc, on veut vraiment chercher quelque chose qui est biologique. L'autre plante adaptogène, c'est l'ashwagandha. Ça vient plutôt de la médecine ayurvédique de l'Inde. C'est une plante aussi qui date de très longtemps, plus de 3000 ans. C'est une plante qui est aussi évidemment adaptogène, mais qui est apaisante. D'ailleurs, on l'utilise autant la journée pour calmer une tension qui est très présente que de le prendre le soir pour aider avec la transition vers le sommeil.
Donc, les personnalités de type A qui sont dans le go, go, go constant toute la journée, ils n'arrêtent jamais, là. Ça, c'est les gens qui répondent en général très bien à l'ashwagandha. C'est une plante qui aide avec la glande thyroïde aussi, avec la libido, si on est un peu en manque. Donc, c'est une plante excellente. Il faut la prendre quand même régulièrement. Ça prend du temps pour que ça s'accumule dans le corps. Il y a des gens qui voient un effet tout de suite, mais en gros, en moyenne, ça prend un petit peu du temps pour que le corps, un peu comme un aliment, ça prend du temps pour avoir un effet sur le corps. Donc, c'est recommandé à prendre un petit peu plus à long terme. Et quelques autres petites plantes sur lesquelles je vais... Ah, excusez, j'ai changé l'ordre de ma présentation. Je vais revenir. La préparation du soir. Donc ça, c'était des adaptogènes, les plantes, les habitudes de jour. Là, je dépasse un petit peu mon temps, mais je vais quand même conclure bientôt. Les choses qu'on peut faire le soir, c'est quand on se rapproche à l'heure du sommeil, c'est important aussi parce que il faut qu'on apprenne à notre corps à transitionner vers la relaxation. On ne peut pas s'attendre à travailler fort, être au téléphone avec notre boss, des grosses deadlines, un gros argument avec notre conjoint et pouvoir s'endormir dans les prochains 5 minutes. Ça ne marche pas. Il faut se détendre, il faut décrocher, il faut descendre de cette montagne du go, go, go. Et donc, de développer des choses en fin de soirée qui nous aident contribue énormément à une meilleure qualité de sommeil pour aller retrouver ce bon sommeil réparateur. Donc, on commence à ne pas vouloir souper trop on cherche un souper un peu plus léger. Ou si on a des problèmes d'hypoglycémie, on va vouloir peut-être faire une petite collation en fin de soirée. Donc, en général, on recommande un souper léger, un petit peu plus tôt en soirée, comme à 6-7 heures, et ne plus rien manger. Mais pour les gens qui ont des difficultés avec le sucre sanguin, ça se peut que ça prenne une petite collation, mais idéalement une collation protéinée encore. On veut éteindre les écrans. On se rappelle de la lumière qui bloque la production de mélatonine. Donc, les écrans sont une très grande source de lumière. Donc, on veut arrêter ça, la télévision aussi. On veut, si possible, éteindre le Wi-Fi, le Wi-Fi la nuit, juste pour réduire un petit peu l'exposition à plein de rayons électroniques et magnétiques et tout ça. Donc, on veut juste réduire un petit peu ça. On peut peut-être développer une belle routine de soirée. Faire une méditation, des exercices de respiration, prendre un bain chaud, allumer des chandelles, quelque chose qui nous aide, qu'on aime faire, dessiner, des mots croisés, lire un livre, des choses qui se détendent, qui ne sont pas le travail, qui ne sont pas stimulants, qu'on aime faire et qu'on fait régulièrement pour que tranquillement le corps apprenne, chaque fois qu'elle commence à faire ça, je sais que c'est l'heure de coucher bientôt, j'ai la permission de décrocher, je peux me reposer. Et on veut aussi une routine qui veut dire qu'on se couche plus ou moins à la même heure, qu'on se réveille plus ou moins à la même heure, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, pour qu'on aide à retrouver cet équilibre le cycle du rythme circadien. Alors, on peut dormir un petit peu plus longtemps le matin et le dimanche, par exemple, si on peut, si on a mais ne pas faire des grosses différences de 3-4 heures entre un lundi et un dimanche, par exemple. On va avoir de la difficulté avec ça. Et ça se peut qu'on cherche des plantes, des nervins, des relaxants qui vont nous aider pour mieux s'endormir, dont une majeure que je voulais parler, c'est la passiflore. Donc, la passiflore, c'est une plante qu'on appelle un nervin ou un hypnotique, ce qui veut dire que c'est un genre de somnifère. Ça nous aide à nous endormir. C'est très relaxant. Ça aide avec la douleur aussi, ce qui veut dire analgésique, ça veut dire antidouleur. Antispasmodique, si on a des tensions et des contractions. Donc, c'est une plante qui soutient bien le sommeil, qu'on va prendre à peu près en 30 minutes avant d'aller se coucher. C'est comme ça que ça va aider, ça pourrait faire partie de notre rituel le soir pour en prendre un petit peu en fin de soirée ou juste avant de se coucher pour aider cette transition au niveau hormonal et du système nerveux pour aller vers le sommeil. Quelques autres plantes. Donc, ça, c'est notre formule. C'est sûr que je présente ici de la part de Botanica. Donc, ça, c'est une formule qui contient plusieurs de ces plantes, dont l'ashwagandha. J'ai mentionné que c'est un très bon adaptogène durant la journée. Mais étant donné que c'est très apaisant, ça contribue aussi à un bon sommeil si on le prend en fin de soirée.
On a la passiflore que je viens de parler. Le magnolia, c'est une plante qui réduit cette hormone, la cortisol dont on a parlé, l'hormone de stress, quand elle est trop élevée la nuit, mais le magnolia est reconnu pour aider qu'elle descende. Donc, à réduire notre hormone de stress qui est trop élevée. Et les baies de jujube qui viennent de la médecine chinoise, qui sont reconnues comme étant des somnifères, mais aussi qui contribuent à la qualité du sommeil. Donc, ce mélange qu'on appelle sommeil profond, c'est un mélange qui aide à réparer la qualité de notre sommeil. Donc, un petit peu pour les gens qui ont la misère à s'endormir, surtout pour les gens qui ont des sommeils perturbés, pour améliorer au cours du temps un meilleur sommeil. Donc, à considérer comme option. Et avec tous les adaptogènes et les super aliments, les champignons et tout ça que j'ai parlé, les protéines, quelques petites façons de faciliter d'incorporer ces genres de plantes et super aliments dans notre vie quotidienne. C'est deux petits produits de Botanica qui pourraient, si ça y a un intérêt, d'explorer. Donc, le premier, c'est le mélange lait de lune, qui est un breuvage, c'est une boisson qui contient 2000 mg d'ashwagandha, qui était notre adaptogène apaisant. Nous avons de la lavande aussi. Si vous connaissez un petit peu sur la lavande, vous savez que c'est une plante très relaxante. On a de la cerise d'acide ou la cerise sûre, c'est une autre façon de le dire, qui contient des sources naturelles de mélatonine. Et le tout se mélange avec un lait chaud, que ce soit un lait végétal, donc un lait d'amande ou un lait de coco, par exemple, chaud. Et on met un petit peu cette poudre-là, ça goûte vraiment la lavande, très relaxant. Et ça peut faire partie de votre rituel le soir, d'une façon agréable et facile d'incorporer, par exemple, un adaptogène. L'autre option, c'est une poudre de protéines. J'ai mentionné à plusieurs reprises l'importance d'incorporer ça dans nos repas. Si vous avez de la misère à l'incorporer facilement, si vous êtes sur la route beaucoup, par exemple, ou une poudre de protéines, c'est une façon facile pour les gens souvent qui explorent. Et celui-ci contient de l'ashwagandha et du reishi, donc nos deux adaptogènes. Donc, c'est pas juste une protéine, c'est un aide pour notre équilibre hormonal aussi. Et ça se mélange avec des fruits dans un smoothie. C'est la façon la plus facile en général de l'utiliser. Et le mélange sommeil profond que j'ai mentionné tantôt, qui est plutôt pour prendre en allant se coucher pour améliorer le sommeil. Alors ça conclut. Je m'excuse d'avoir dépassé. J'avais juste trop de choses à partager. Mais les points à retenir, c'est d'élaborer un rituel matinal à tous les jours pour commencer notre journée avec un bon déjeuner, sortir un petit peu au soleil, faire un petit peu d'exercice. Cherchez une ou deux choses que vous ne faites pas déjà à commencer qui contribueraient un petit peu à votre routine dans la journée qui peut aider éventuellement avec le sommeil, mais aussi avec votre santé en général et votre énergie. Ne pas oublier des sources de protéines et des super aliments riches en bons nutriments dans vos repas. Déterminer le moment de la journée qui vous convient le mieux pour effectuer certaines tâches. Donc, identifier peut-être votre chronotype et essayer de le suivre un petit peu et voir est-ce que ça pourrait peut-être vous aider. Élaborer un rituel de soir pour les aider avec votre routine de jour et votre routine de coucher. Donc, mettre quelque chose en place qui vous aide à vous détendre un peu. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce de plus, explorer certaines des plantes adaptogènes ou somnifères pour aider un petit peu avec les troubles de sommeil. Alors, ça conclut. Merci énormément de m'avoir écouté. J'espère que ça a été utile, que vous aviez appris des choses. Je ne sais pas si nous avons des questions. Léonore, est-ce que tu pourrais... Allô? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Orna. C'était vraiment super instructif. J'espère que tout le monde a appris plein de choses.